Je suis guitariste, chanteur, auteur, compositeur. Je suis né dans une famille de musiciens, d'un papa qui était batteur, passionné de jazz, une tante qui est concertiste de piano, un grand-père qui joue à l'église de l'harmonium, une grand-mère qui joue magnifiquement bien du piano. Ma première rencontre a été au concert des Who. C'est là que j'ai décidé d'apprendre la guitare et me voilà quelques années après. Je suis née à Pékin. Je suis naturalisée française en 1986. J'ai poursuivi les études à Sciences Po Paris, à la Sorbonne. Ensuite, j'ai enchaîné à Florence pour commencer des études de beaux-arts. Ce qui m'intéresse le plus dans la beauté de l'encre de Chine, c'est la transparence. C'est cette délicatesse, cette légèreté et puis toutes les nuances que j'ai pu obtenir sur toile en mélangeant l'encre et l'eau. Cette semaine, coup de projecteur sur l'encre poétique et philosophique de Lee Chevalier. À l'honneur également la sortie de 2 nouveaux albums, celui de Gauvin Cers. Nous irons nous balader boulevard de l'enfance, mais tout de suite on embarque à bord du Grand 8 d'Axel Bauer. Et c'est au Casino de Paris que nous allons retrouver Axel Bauer. Héritière de plus de 2 siècles de divertissement, cette salle mythique a vu passer les grandes heures du music-hall, de Mistinguett à Maurice Chevalier, avant d'accueillir concerts et créations contemporaines. Une scène chargée d'histoire et d'émotion. Bonjour Axel. Bonjour Valérie. Je suis ravie de vous rencontrer. Enchanté. Enchantée. Vous allez vous produire donc ici le 3 décembre. Oui, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est beau. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le Casino de Paris ? Écoutez, c'est un lieu qui a une histoire, moi aussi. Et puis j'ai vu des très bons concerts ici. Je trouve qu'il y a un très très bon son et je pense que c'est une belle salle chaleureuse où on va se sentir bien aussi en interaction avec le public, bien sûr. Bon, vous avez à votre actif plus de 800 concerts. Est-ce que vous avez toujours le trac ? De plus en plus. C'est pas vrai ? Ouais. Il y a une petite histoire sur Barbara. Il y a sa première partie qui était rentrée, qui lui avait dit à l'Olympia « Ah, c'était génial, j'ai pas le trac ». Et Barbara lui avait répondu « Vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent ». Donc peut-être que je prends plus conscience de ce que c'est que de rentrer sur scène. Et oui, j'ai le trac. Axel, votre nouvel album s'appelle Grand 8. Vous aviez envie de nous emmener sur des montagnes russes ? Oui, d'une certaine manière. C'était pas prémédité. Hein. La plupart des albums que je fais, que les gens font, ce sont des successions de chansons. Après, c'est vrai qu'une fois que les chansons sont faites, on observe. Et ce que j'avais observé dans cet album, c'était les contrastes très forts qu'il y avait entre les titres très rock et les ballades qui étaient très très posées et qui donnaient cette impression de montagne russe avec des accélérations de tempo. Comme quand on arrive en haut d'une montagne, on voit l'horizon et tout d'un coup on descend dans un gouffre et là c'est un peu ce qui se passe dans cet album. Vous auriez pu l'appeler Axel, cet album, tant il vous ressemble. Pourquoi et en quoi ? Il me ressemble par rapport par son côté rock, je pense par les guitares, par les textes aussi et par les choix artistiques. Après, c'est difficile de le définir, mais il y a une suite d'albums. Radio Londres, qui était le précédent album, était plus thématique et plus pop. L'album précédent était résolument sombre, Peau de serpent, et celui-là est un peu la réunion des deux. Et donc c'est un peu 2 facettes de ma personnalité, mais c'est aussi le cas de beaucoup de gens. On a tous une part d'ombre et une part de lumière. Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. Regarde les
Votre carrière, elle a décollé en 1984 avec ce titre Cargo. À l'époque, est-ce que vous aviez conscience que ça allait devenir un classique? J'avais conscience que j'avais fait un bon morceau. Comme un artisan ferait, je sais pas, une belle assiette ou un bel objet. Mais j'avais pas du tout conscience que ça marcherait. Et pour moi, avoir un succès, c'était par exemple vendre 1000 disques. Ouais. Ça, c'était un énorme succès. Bah, vous en avez vendu Parce que les groupes que je côtoyais, c'était ça qu'on attendait. Donc quand j'ai fait Cargo, je me suis dit, ah, j'ai fait quelque chose de bien, ça va sûrement être un succès. Mais je m'attendais à vendre 1000 disques, pas 1 million. Mais cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Mais cette machine dans ma tête, leitmotiv, nuit secrète. T'as tout mon âme à mon dégoût. Vous vous êtes souvent présenté comme un guitariste avant d'être un chanteur. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que la guitare reste votre langage premier? C'est une bonne question pour moi me concernant parce que c'est vrai que j'ai commencé en étant uniquement guitariste et je dois dire que même avec Cargo qui est mon premier succès, bah, c'était pas un malentendu bien sûr parce que j'aimais chanter mais je chantais un peu comme un musicien qui chante des notes. Je n'interprétais pas forcément et je me sentais pas en tout cas légitime en tant que chanteur. Je me suis identifié à ma voix, je l'ai accepté aussi. C'est pas toujours facile aussi d'accepter sa voix et quand on l'entend, les premières fois, c'est l'horreur. D'ailleurs, on s'entend chanter et souvent on n'aime pas sa voix. Donc il a fallu que je m'apprivoise un petit peu. Brigitte Fontaine signe 2 titres. Elle apparaît notamment sur ce clip totalement déjanté, Merde à la mer. Alors évidemment, elle est très provocatrice, mais pas seulement. Elle a un vrai talent d'écriture, elle est rock, elle est punk. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre duo d'artistes? D'abord, je suis heureux de l'avoir fait avec Brigitte Fontaine, qui est une artiste que j'admire beaucoup. On parle beaucoup de son côté punk ou son côté rock, mais c'est aussi une mélodie, c'est aussi... c'est un texte sur les clichés, en fait. Les gens peuvent le prendre au premier degré. Comme souvent avec Brigitte, on peut aussi rester à la porte de la signification de la chanson, mais en réalité, cette chanson, c'est une chanson qui dit merde aux clichés. On va à présent retrouver une artiste que nous avions rencontrée il y a une dizaine d'années à Pékin, où elle est née. Dans son atelier parisien, Lee Chevalier continue de mettre en miroir l'Orient et l'Occident. Peintre, plasticienne, mais aussi musicienne, elle explore les possibilités infinies de l'encre dans des installations monumentales et poétiques. Son œuvre est aujourd'hui exposée dans les plus grands musées du monde. Avec l'encre, même si le geste est maîtrisé, pour autant, le hasard s'invite toujours sur la toile. Est-ce que c'est ça qui vous captive, cette part d'imprévu? Oui, alors là, je crois que je reviens encore une fois sur une référence culturelle bien orientale. C'est l'eau, le rôle de l'eau dans la culture chinoise qui est immense. Et on dit en Chine, le plus haut vertu, c'est comme l'eau, parce que ça nourrit la terre, ça nourrit les plantes, les êtres humains, et sans demander rien au retour. Mais surtout, l'eau, il y a cette grande force de flexibilité, parce que c'est incontrôlable. L'eau est totalement incontrôlable. Donc, suivant les gravitations, suivant la formation de la matière, et il court un peu dans tous les sens. Donc, j'ai l'impression que l'eau, c'est le maître de moi-même, et donc c'est non pas moi le maître de cette peinture. Donc, en fait, c'est un équilibre entre le contrôle et l'abandon. Parlons de votre parcours. Vous avez un parcours atypique. Vous êtes né, vous avez grandi en Chine, mais vous avez étudié à Sciences Po. Vous avez étudié également la philosophie à la Sorbonne. Vous avez fait donc des études qui interrogent la vie, le monde. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans vos toiles. C'est la philosophie qui commence avec ce détonnement devant la nature, devant la beauté, devant tous les mystères de la vie, la mort, l'impermanence. Et donc, c'est vrai que mes toiles sont plutôt les prétextes, un prétexte pour véhiculer ces angoisses, ces réflexions.
méditation, si je peux dire. Et c'est ce qui reste peut-être aussi quand on a disparu. Ah oui, bien sûr. C'est ce que je pense que transcender cet horizon de finitude, ça fait partie, je pense, un des désirs le plus profond des artistes peintres. Avant d'être peintre, vous avez été soprano. Je sais que la musique, et on le voit un peu partout, est très importante dans votre vie. Est-ce qu'elle influence votre peinture, votre manière de peindre? Quand vous parlez de ma relation avec la musique, je pense immédiatement, bien sûr, à une histoire d'amour entre Kierkegaard et une jeune femme qu'elle adorait, c'est Regine Olsen. Alors Kierkegaard était passionnellement amoureux de cette jeune femme et pourtant il a décidé de ne pas l'épouser pour ne pas réduire leur relation dans une sorte de banalité, selon lui, dans un destin banal d'un rôle conjugal. Donc en fait, en gardant cette distance par rapport à cette jeune femme, il a créé une sorte de tension, une tension intérieure de cet amour qui a beaucoup nourri sa pensée philosophique. Et pour moi, le fait que j'ai pas pu... Alors j'étais chanteuse dans l'opéra, enfin de l'armée chinoise, mais dans le style traditionnel. Donc cette rupture professionnelle, quelque part, je pense, à exalter cet amour de la musique. Donc, je fais éclater la musique dans mes toiles et dans mes installations. Et on est extrêmement curieux, on a très envie de voir ce que ça donne quand vous peignez en musique. On y va? On y va. Allez. Je pense à toi. Dans notre coup de cœur, un artiste dont la plume entremêle à merveille poésie intime et regard social. Pour la prochaine fête de l'humain, quand je vois Révélé avec Les Oubliés, adoubé par Renaud, Gauvin Cerce est l'une des voix les plus sincères de la chanson française. Après 4 ans de silence, le chanteur à la casquette revient avec un album personnel entre paternité, racines et engagement. Il nous présente aujourd'hui son 4e opus, Boulevard de l'enfance. j'ai le cœur gros. Bonjour Gauvin. Bonjour. Dans ce nouvel album, Boulevard de l'enfance, votre plume elle est plus autobiographique, plus intime. Vous aviez besoin d'introspection? Ouais, peut-être avec l'âge qui avance aussi, on a envie de se livrer un peu plus. Le fait que je sois devenu papa aussi, je pense que c'est sujet à beaucoup d'introspection quand voilà, il y a un événement aussi marquant comme ça qui arrive et qui nous bouleverse, qui chamboule toutes nos certitudes, nos priorités. Et, effectivement, ça amenait des chansons peut-être assez impudiques. Puis en même temps, il y a aussi quand même une portée sociale, j'espère, dans cet album, et essayer de trouver un équilibre entre ces deux facettes-là qui ont toujours été présentes dans mes disques, je crois. Ce single monté à Paris qui raconte votre départ de la Creuse direction, évidemment, la capitale. Est-ce que c'est un moment à ce point important dans votre vie? Ouais, c'est un moment un peu charnière parce que quand on part, il y a beaucoup d'incertitudes. Je suis parti avec ma compagne, et un peu avec la guitare sur le dos, avec des rêves plein la tête. Et je suis parti jouer un petit peu dans les cafés, tester mes chansons. Et c'était un rêve que je pensais un peu inaccessible parce que j'ai grandi là-bas et aussi parce que je viens pas d'une famille de musiciens et tout ça. Donc c'était un peu surréaliste pour moi de faire ça. Et j'ai voulu le raconter dans la chanson pour donner de l'espoir à des gens qui auraient peut-être ce rêve-là aussi. C'était l'école de la débrouille, dans les rues du Monopoly. On a surtout bouffé des nouilles quand on est monté à Paris. Renaud, Francis Cabrel, vous vous inscrivez dans une lignée de chanteurs à texte. Donnez votre point de vue sur les grands sujets de société. C'est quoi? C'est une nécessité? C'est une ligne de conduite? C'est votre pierre à l'édifice? C'est un peu mélange de tout ça. Je pense que c'est une nécessité. Je pense surtout, à chaque fois que je l'ai fait, je sais pas, je pense à des chansons comme Les Oubliés, des choses comme ça. En rentrant, voilà, justement, dans ma Creuse natale, de voir beaucoup de pancartes à vendre dans la rue principale, de voir les écoles fermées, de voir les hôpitaux aussi, dont les conditions se dégradent au fur et à mesure du temps. Voilà, j'avais vraiment envie de porter ça parce que c'était un peu mon histoire aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Gauvin. Avec plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. On est les oubliés.
La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis.